Bonjour à tous, ça fait plaisir de se retrouver sur YouTube. Aujourd'hui, je suis très content d'enregistrer parce que je suis avec Clément Chal, qui est cofondateur de Séquence, une agence d'automatisation. Clément a cofondé Séquence il y a pas si longtemps que ça. C'est un projet qui est relativement récent. Je connaissais un peu Clément avant qu'il cofonde Séquence, donc à l'époque où il était plutôt dans le SEO. Il y a une petite période où il blaguait sur le fait qu'il avait pris sa retraite après sa carrière d'éditeur de site qui avait duré 1 an et demi. Ça en dit long sur sur l'efficacité du gars. Et donc voilà, je suis super content d'être avec lui aujourd'hui parce que moi aussi, je suis en train de monter plus ou moins une agence à l'instar de ce qu'il fait. Moi, je suis plutôt côté SEO, lui, il est plutôt côté automatisation. On va pouvoir discuter de tout ça, donc j'ai envie de disséquer un peu ses chiffres, ses process, sa situation, histoire de pouvoir aspirer un peu de son savoir-faire tranquillement. Est-ce que ça va bien, Clément, toi, de bon matin en France là? Est-ce que t'es chaud? Écoute, 7h10, ça va super. C'est un tout petit peu plus tôt que mon horaire habituel, mais juste 20 minutes plus tôt. Donc ça va, globalement ça va. Putain, solide, ça fait plaisir. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à Clément, c'est que d'habitude, quand les gens ils prennent des rendez-vous à 7h du mat, c'est parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un décalage horaire. Et là, Clément il est là en mode non, mais c'est bon, t'inquiète, ça passe. Je suis là d'attaque, 7h10, ça déroule, donc ça fait plaisir. Écoute, Clément, rapidement, je me demandais d'où ça part Séquence. À quel moment est-ce qu'avec Joanie, en fait, vous vous dites putain, on a envie de monter une agence d'automatisation. Est-ce que vous êtes tous les deux en train d'automatiser dans votre coin? Vous kiffez ça? Vous kiffez un peu la presta? Vous vous dites putain, on pourrait le faire ensemble, ça serait cool. Genre, c'est quoi la réflexion et l'initiale qui crée Séquence? Ouais, t'as un peu répondu à la question en la posant, mais globalement, avec Joanie, ça fait 6-7 ans qu'on se connaît. Donc on a un petit groupe, Joanie, Anthony et moi, ça fait 6-7 ans qu'on se connaît. On bosse bien ensemble, etc. On est globalement férus de Black Hat. Et donc le Black Hat, finalement, c'est un peu l'automatisation du SEO, mine de rien. Et dans cette partie-là, on s'est quand même trouvé un amour et une passion pour l'automatisation. Et je crois que c'était en rentrant de Chiang Mai en 2023 Mhm. au Chiang Mai SEO. On a commencé à se poser des questions. Joanie a commencé à avoir de la popularité sur l'automatisation avec des process comme Make, avec l'outil Make. Moi, je commençais à me mettre sur N8N et globalement, ça a commencé à matcher. On a commencé à se rapprocher en se disant, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un marché, on va se poser des questions. En parallèle, Joanie, et je pense que tu en as parlé dans un des épisodes, mais Joanie, il était rentré en pré-deal avec Théo Koudak Mhm. Ouais. pour monter une agence SEO. Ça a pas forcément, c'était plus c'était plus ce que Joanie voulait faire, etc. Donc il a essayé de leur diriger vers l'automatisation et c'est là que je suis rentré en jeu aussi dans les discussions, etc. Pour des raisons qui sont diverses, ça a pas fité au final, même si on s'entend super bien avec Théo. C'est juste que ça rentrait pas dans son scope de agence visibilité, mine de rien. L'automatisation, c'est différent. Et là, on s'est dit, vas-y, on se lance. On a fait un POC sur 2-3 clients, on a vu que ça fonctionnait, on a monté la boîte, on a fait des salons, et puis on est parti à fond, quoi. Aïe, 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 j'ai vu des petites photos de salon l'autre fois sur LinkedIn. Je me suis dit, ça, c'est vraiment mon duo de Ouais. beaux gosses préféré, quoi. Et mec, il y a une grande question qui taraude toute l'audience, ou du moins qui me taraude moi, qui est qu'est-ce que vous vendez en tant qu'agence d'automatisation? Quel genre de choses vous vendez? C'est quoi vos produits? C'est quoi ce que vous vendez? C'est quoi vos services, quoi? Et Parce que ouais, ouais, on en ouais. discute souvent, c'est un peu compliqué Ouais. comme définition, quoi. C'est quelque chose qu'on continue de travailler aujourd'hui. On n'a pas de réponse claire sur ce qu'on vend exactement, puisqu'on vend des solutions d'automatisation sur mesure. Et dans le sur mesure, c'est là où tout se cache, c'est-à-dire que les gens viennent avec un besoin. Je passe trop de temps à faire ça, je passe trop de temps à faire ça, etc. Donc, la plupart de nos premiers clients, c'est des clients SEO parce qu'on avait un bon réseau SEO et du coup, on a développé des automatisations autour du SEO, la création de briefs, la création d'audits, la surveillance de sites, ce genre de choses. Le tout en automatisation. En fait, le but, c'est pas de se dire on fait de l'automatisation, mais plutôt de se dire ok, on va essayer de trouver une solution à ton process qui te prend trop de temps, en fait. On Mhm. est plus des facilitateurs de process que des automatiseurs, mine de rien, parce qu'il y a toujours un peu de manuel entre les deux. Mhm. Mais globalement, on peut tout faire à partir du moment où c'est sur l'ordinateur. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Euh, Ça me fait penser à l'époque Zenoposter, quoi, tu vois. C'est ça. Vous étiez, en fait, vous étiez tous, c'est vrai qu'avec Anto, Johanny et toi, vous êtes tous les trois très issus de Zenoposter. Vous avez beaucoup travaillé avec Zeno, Alors, j'ai l'impression, qui était les le pire deux, truc ouais. d'automatisation, non, ouais. Les deux, ouais. Moi, je suis sur Mac, donc j'avais pas Zenoposter. J'ai RoboMotion, qui est un peu un équivalent. Je suis un petit vilain canard, mais globalement, ouais,
Le principe est le même. Donc, ouais, du monde du RPA, le Robotic Process Automation, avant de l'automatisation. Ouais, Ah, je savais pas que décode, hein, c'était. ça décode mine de rien ce milieu. Putain, ouais, tu me fais découvrir tout un monde, c'est trop Ouais. marrant. Et justement, j'avais posé un peu la question de, c'est quoi la différence vs un dev en soi? Est-ce qu'en fait vous venez patcher les moments où en gros il n'y a pas de ressources dev et c'est chiant d'avoir du dev et peut-être que c'est des solutions qui sont pas open source donc on peut pas dev dessus et du coup au lieu de faire des systèmes appel à payer compliqués, on fait juste du no code avec du déplacement souris et des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement différent d'après toi? Bah, on a deux angles d'attaque, hein. On a l'angle d'attaque, on veut mettre un projet en place et puis on est une agence de développement normale. Donc le, le- la personne qui va nous prendre la prestation est agnostique d'un point de vue est-ce qu'on fait du développement en Python ou quoi que ce soit ou en no-code, ils s'en foutent complètement, ils veulent juste le résultat. À ce moment-là, nous on met en place la solution et on lui dit que c'est du no-code, mais à la limite il en a rien à faire. Mhm. Et effectivement, comme tu dis, il y a aussi toute cette partie directeur de l'innovation, POC, etc. Où bah là hier on a signé une personne qui nous a dit clairement on veut internaliser ce process-là, on ne sait pas si ça fonctionne, on a besoin de faire Mhm. un POC rapide, est-ce que vous pouvez le mettre en place, etc. dans les 3 semaines qui arrivent. Et donc là, j'ai dit, bah ouais, il n'y a pas de souci, ça va coûter 2-3 jours de développement, nous on peut le mettre en Mhm. place. Et puis derrière, lui, il va réinternaliser justement cette solution. Mais pour un coût qui est allez, 10 fois moins cher que de mettre en place le process en interne. Mhm. Il a son truc qui fonctionne dans une version stable. Ouais, ça permet de faire de l'équivalent développement à moins cher parce qu'en fait, t'as moins de coûts, c'est moins stable, c'est moins fiable, etc. Mais ça te permet de sortir un truc qui est fonctionnel en très très peu de temps, quoi. Moins stable, moins fiable, j'irai pas jusque-là. Parce que globalement, on arrive quand même à construire des trucs bien. Et N8N, vu que c'est open source, il y a quand même une grosse sécurité derrière. C'est eux Ok. qui font les mises à jour de tous les frameworks et les nœuds à l'intérieur. Donc il y a quand même, c'est exactement pareil qu'un framework Laravel Ok. ou Symfony pour ceux qui font du PHP. Par contre, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et donc qui dit plus rapide dit moins cher aussi forcément parce que tu réduis le temps humain que tu passes sur ce genre de choses. Mais on a les mêmes process qu'une agence de dev vraiment. En Ouais. termes de Ouais. Au fait, au final, documentation, vous avez formation, le. etc. On Ouais. est une agence de dev. C'est juste qu'on Ok. s'appelle agence d'automatisation quoi. Ah, c'est marrant quand même. Vous êtes les gars, les deux gars sont pas devs, ils ont monté une agence de dev. Bravo les gars, Ouais. c'est stylé hein, Ouais. putain. Grâce au Euh... no-code, ouais, c'est bien. Ouais. Vive le no-code. Ouais. C'est quoi ce que vous vendez généralement? Donc vous vendez du sur-mesure, mais donne-moi genre deux trois exemples de trucs que vous avez vendus soit récemment, soit au début, je sais pas, tu vois un peu le classique séquence quoi. Le menu maxi Ouais, best-of chez séquence, c'est quoi? bah, je vais te dire les deux premiers clients qu'on a signés en salon, euh, le CIC, donc une belle boîte, Hmm. qui voulait du marketing automation, de la relance client, de la relance prospect sur des bases de clients en interne. Mhm. Il y avait deux points. Il y avait le point RGPD, donc il fallait que ça passe par N8N pour qu'on puisse encoder les données sur leur propre serveur, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, il y avait le point pouvoir mettre en place ça rapidement avec des grosses bases et des connecteurs Brevo, Mailinvox, etc. pour pouvoir relancer les prospects. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a fait. Et l'autre client, et on a généré, c'est de la génération de questions pour de l'acquis de formation. Donc, un Mhm. truc qui est vraiment pas du tout SEO ou quoi que ce soit, mais on a généré 118 000 questions en une semaine justement pour pouvoir valider les acquis. Et ça passe par plein de vérifications Ah ouais. via l'IA, mais OK, on va prendre le cursus, on va regarder, on va essayer d'imaginer un questionnaire propre. Derrière, on va valider la question, on va valider les réponses de la question pour qu'on soit sûr qu'on ait la question, mais aussi les choix qui aient du sens par rapport à ce qu'on va leur montrer. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans des projets qui sont dans n'importe quelle industrie, sur n'importe quelle Ah ouais. verticale, et plus forcément que sur de la génération, de l'automatisation du SEO. C'est vraiment, ça répond à un enjeu métier, quoi, mine de rien. Ouais. Ah, en fait, vous faites de l'automatisation, quoi. Vous faites du dev, vous faites Ouais, des trucs, genre, dès qu'il y a besoin de mettre des trucs à l'échelle, vous êtes capable de le faire, quoi, et de faire des connecteurs ouais, pour que ça fonctionne bien. ouais, Putain, ouais, c'est c'est ça. fou, quoi. Et GG pour ces belles signatures, parce que c'est des beaux clients, et c'est assez marrant, parce que un des deux clients que tu viens de mentionner, j'étais en train de l'étudier ce matin, dans la formation. Voilà, c'est un truc qui était marrant, et j'étais en train de Ouais, regarder les pages SEO, je me dis, oh putain, ça fait du bon travail par là, c'est sympa. ouais, ouais. Bah, on a signe des belles en plus là en ce moment, donc on a hâte de pouvoir les mettre sur le site. Mais Vous avez le globalement, mojo on un commence. peu, Ouais, on est vraiment dans la bonne période là. C'est vraiment, ouais. c'est pour ça qu'il faut qu'on accélère.
T'as des moments où c'est le mojo commercial, c'est trop agréable. Tu sais, moi aussi j'ai vu ça putain, c'était déjà il y a un mois. Oh là, le temps passe vite. Ouais, je pensais que c'était il y a 15 jours, c'est bon. Ouais, il y a un mois, pareil, j'ai signé plein de clients d'un coup, j'étais trop content, j'étais en mode, ouais, youpi, on est fort, on arrive à faire des trucs et tout. Vous avez grossi jusqu'à quel point? Là, vous êtes à quelle taille? Vous avez combien de, est-ce que vous vendez du one shot ou du MRR? Parce que moi, en SEO, du coup, culte du MRR, vous, c'est peut-être que du one shot, étant donné qu'il y a un peu la dimension où c'est compliqué. On a pivoté là-dessus, on a changé plusieurs fois notre offre, même si on n'a pas d'offre fixe, puisqu'à chaque fois on répond à un besoin. Mais globalement, on fait du one-shot et derrière, on a du TJM pour les évolutions. Et la réalité, c'est que la plupart des clients pour lesquels on développe, ils ont toujours des trucs à rajouter derrière parce qu'ils trouvent ça bien et du coup, ils veulent, on aimerait bien faire ça, est-ce que c'est possible, etc. Et derrière, on part sur du TJM comme une agence de dev, encore une fois. Donc, pour l'instant, c'est plutôt cool. C'est pour ça qu'on s'est staffé. Parce que là, on a des gens qui peuvent suivre les projets. Et pour dire à combien on a grossi, on va être 4 en interne et on a une freelance quasiment plein temps en externe et une personne qui commence à prendre pas mal de temps en communication marketing, qui nous fait les propals, qui nous fait les supports de communication sur LinkedIn, etc. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Ok, putain, ouais, du coup, vous êtes passé en un an, grosso modo, de 2 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, un truc comme ça, quoi. Putain, c'est joli, ça fait une belle croissance en vrai. Sachant qu'on s'arrêtera pas là parce qu'on a déjà, la main sur certains profils à recruter d'ici à l'été. Donc, T'as sourcé, t'es là, toi, c'est pas pour maintenant, mais t'inquiète pas, on se reparle dans quelques semaines, c'est bon, quoi. Non, le temps que ça signe, c'est bon. Et puis, mine de rien, la petite histoire sympa, c'est que j'étais jury avec Joanie dans un hackathon à Montpellier pour un hackathon no-code, justement. Et dans une des premières écoles qui fait de la formation no-code. Et on a trouvé justement nos 2 alternants là-bas. Et ils nous ont dit, on va ouvrir une branche à Lyon, est-ce que vous voulez faire des cours, etc. Et donc, nous, oui. Bien sûr, on va faire une semaine de cours et puis on va regarder tous les bons profils qui vont nous intéresser pendant cette semaine. On va les recruter direct derrière. C'est marrant parce que c'est vraiment là que tu réalises que envoyer des gars faire des cours, le but c'est pas de faire des cours, c'est un centre de formation en fait. Tu transformes l'école en centre de formation, là c'est bon. Pour le prix où c'est payé, c'est sûr que c'est pas ça. Ouais. C'est le temps école, il est à 50 € de l'heure, le TGM il est à 2000, allez hop, c'est bon, là, le calcul il est vite fait, le produit en croix, ça sera du recrutement. C'est ça. Oh là là. Ok, putain, c'est super intéressant. Il y a un sujet que je voulais aborder, c'est le sujet de Alfie Formation, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous avez fait pas mal de formations avec Alfie. En fait, j'ai eu Victor Lerat de chez Cozy il y a pas si longtemps. On a parlé un peu de tout ce sujet Alfie Formation, et du coup, je voulais un peu en parler avec toi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui vous a beaucoup poussé au début, qui vous a permis de trouver des clients, qui vous a peut-être permis de construire votre offre. Je sais pas à quel point est-ce que ça vous a été utile, dans quelle mesure, est-ce que tu peux en parler? Alors moi je suis inscrit chez Alfie depuis 3-4 mois là, j'ai pas encore délivré de formation et Joanie pour le coup lui a délivré énormément de formations, c'est une grosse partie de son chiffre d'affaires de son ancienne société pour le coup. Et c'est vrai que ça lui a permis d'avoir des contacts directs dans certaines boîtes qui derrière veulent de la prestation. Là on a signé une grosse agence SEO en formation. Et la réalité, c'est qu'on commence par la formation et on commence par du make, qui est des choses assez simples à voir, assez faciles à comprendre, etc. Mais derrière, quand on veut développer des gros process, et les gens le savent, il faut qu'il y ait un référent interne en automatisation, en no-code, etc. Et s'ils l'ont pas, à ce moment-là, ils viennent faire appel à nous parce qu'on leur a prouvé pendant la formation finalement qu'on avait une certaine expertise. Donc c'est pareil, on fait pas ça pour... c'est pas ultra rentable la formation d'un point de vue TJM, etc. Mais tu peux mettre le pied... dans une entreprise et du coup ça te permet derrière de choper des prestations donc c'est plutôt cool et puis on peut signer aussi des beaux logos grâce à la formation. Ouais, c'est sympa, c'est intéressant. Et ok, et du coup, il y a eu toute une situation, comme tu disais, où Joanie était seule sur son entreprise, puis tu l'as rejoint, et vous avez fait une structure à deux, vous aviez chacun votre structure, puis vous avez monté un truc à deux. Comment est-ce que ça s'est fait d'un point de vue structure admin? Joanie, il a sa boîte dans laquelle il fait du consulting SEO depuis très très longtemps, et puis il a commencé à faire du consulting Make, vendre de la formation Make en ligne, etc. Donc lui, c'est vrai que ça fait depuis, allez, je dirais début 2023 qu'il est sur la formation à l'automatisation, etc. Il faisait des petits POC à droite à gauche. Mais la limite de Make, c'est toujours pas des trucs scalables, et c'est pour ça qu'ensemble on s'est dit on va faire un truc scalable, on va faire des gros process pour les grosses boîtes, etc. Donc ça nous a quand même mais oui, c'est clairement les premiers clients viennent du portefeuille entre guillemets de Joanie, parce que lui avait déjà plein de contacts, puis c'est un mec qui
qui discute facilement avec tout le monde. Il a du bagou, ouais. Il a la tchatch, il a envie de... Moi, je suis plutôt associable, donc c'est sûr que c'est pas moi qui ramène les clients. Mais clairement, lui, il a le bagou et c'est vraiment cool, quoi. Ça fait Ouais, ok. Justement, j'allais arriver sur une question. Comment est-ce que vous êtes répartis les tâches, entre grands guillemets? Est-ce que la fusion, elle s'est faite sur le fait que vous aviez vraiment des compétences qui étaient différentes? Est-ce que ça s'est fait, c'est vraiment sur le fait, bon, on est potes, c'est cool, on peut travailler ensemble, ça va le faire, tu vois, etc. On va se répartir les tâches. Après, moi, c'est le genre d'association où, tu vois, si je m'associe avec un gars comme toi ou avec un gars comme Johnny, je sais qu'en fait, on est tous assez polymorphes et du coup, on est capable, tu vois, s'il faut faire du commercial, on sera capable de faire du commercial. S'il faut faire, donc, je pense qu'il y a un peu le côté où t'as même pas forcément besoin de cette complémentarité des tâches, mais comment est-ce qu'elle s'est faite pour vous? Elle s'est fait assez naturellement, effectivement. On est potes en dehors, même si on a une grosse différence d'âge. Hein. On a quasiment 10 ans de différence d'âge, mine de rien. Ah ouais, mais c'est vrai que t'es pas tout jeune, toi, c'est pour ça, non? Ouais, c'est ça, t'as vu. Putain, j'avais oublié. Oh non. J'ai 37 ans et Johanny doit avoir 28, 29, il me semble, tu vois. À chaque fois que je tape sa date de naissance, je fais ah ouais, putain, merde. Ah, quand même. Putain, je pensais pas que t'avais 37 ans. À chaque fois, j'oublie ce genre de détails. Les gens me le disent souvent. On oublie de regarder mon crâne avant de lui donner mon âge. Mais globalement, ça s'est fait en bonne intelligence. J'ai des compétences techniques et de scalabilité et de process. Mhm. Et lui, il a plus des compétences de on va de l'avant, on serre des paluches, on est en représentation, etc. Donc mine de rien, il y a quand même une certaine complémentarité qui s'est faite dans le sens où lui, c'est la locomotive et moi, je suis les rails, quoi. C'est un peu ça le truc. Et je me serais pas vu m'associer avec quelqu'un comme moi parce que on aurait fait du surplace. Des rails sans train dessus, ça sert à rien tu t'avances pas, quoi. Ouais. Et un train sans rail, bah tu vas dans la mauvaise direction. Donc je pense que c'est bien. Je pense on s'est bien trouvé, peut-être un peu par hasard, sans y réfléchir au départ, mais au final on se rend compte que ouais, on a une bonne association. Ok, putain, c'est cool. Comment ça se fait que toi, tu as développé ces compétences de process, de scalabilité, etc. et d'organisation? Bah, je pense que c'est quelque chose qui est inné. Alors là, je vais rentrer dans un truc un peu woke, mais il y a un profil qui s'appelle le profil DISC, DISC, Ouais. et en gros, ça te donne ta couleur. Je crois que t'as les bleus, les rouges, les jaunes et les verts. Et par rapport à ça, tu arrives à mettre les gens dans des cases, etc. Mais ça te permet en tout cas de te comprendre toi. Et moi, ce que je comprends, que je suis très process, très carré, très prudent, très ok, je préfère réfléchir avant d'agir, etc. Quitte à devenir totalement immobile. Johnny, lui, il est rouge et jaune, c'est-à-dire il fonce tête baissée, il serre des paluches, il s'en fout et puis il trouve les solutions après, tu vois. Et du coup, cette association, mine de rien, ça le fait bien. Et du coup, moi, j'ai toujours été bleu, hein, j'ai toujours aimé les process, etc. J'ai beaucoup moins aimé. Je suis pas rouge du tout, j'aime pas travailler. Hein, globalement, je préfère le dire. Mais je préfère penser que travailler. Et du coup, ouais, c'est une bonne association, ça va bien. Et j'ai toujours été comme ça. Et du coup, ces process, cette algorithmie, etc. C'est quelque chose je pense, qui date depuis que je suis tout jeune. Trouver des solutions à des problèmes, moi je kiffe ça. Imaginer des solutions, côté un peu inventeur fou, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Maintenant, j'ai pas les mains pour le faire et Joanie, c'est un peu les mains, mine de rien. Donc c'est plutôt cool qu'on soit trouvé. Ouais, toi beaucoup dans la théorie et Johnny beaucoup dans l'action, quoi. Du coup, et à deux, c'est fort parce qu'en fait, ça fait une action qui est bien mesurée, qui est bien réfléchie et qui avance proprement. C'est vraiment cool. Ouais. Moi, je suis vraiment plus comme Johnny. J'ai tendance à foncer un peu tête baissée et là, je suis en train de ramer à mort parce que justement, j'ai foncé tête baissée pendant un bon moment. C'est cool. T'es un nouveau palier et là, t'es en mode genre putain, maintenant faut faire le ménage chez soi et ça, c'est un bordel, quoi. Ouais, bah mine de rien, on a aussi ces problèmes-là, hein, parce que on se fait mutuellement confiance sur les premières actions. Et sur des chiffrages, je me suis planté, on a passé plus de temps, donc effectivement, c'est à moi de réparer la boulette. Et puis sur d'autres chiffrages, par exemple, il a voulu signer trop vite sans faire de cahier des charges, et on se retrouve dans la merde à devoir sous-traiter parce qu'on n'a pas forcément les compétences sur un type de projet comme ça. Ouais. Donc bon, c'est la merde dans toutes les agences, dans tous les cas, il y a toujours des petits problèmes comme ça. Après, il faut savoir comment tu les traites et si tu les traites bien, hein, c'est toujours pareil. C'est ça notre rôle d'entrepreneur, c'est de trouver des solutions. Hein. Ah, c'est ce que je dis tout le temps, putain. Voilà, on est là, on est juste bon à trouver des solutions à des problèmes, c'est tout ce qu'on va faire. Et mais ouais, c'est intéressant en effet de se dire. En fait, tu vas générer des problèmes, mais après tu peux les régler, quoi. Tant que tu arrives à les régler, c'est bon, c'est ok, quoi. C'est le plus important. C'est ça. Ouais, ok. Ensuite, arrive quand le moment où vous vous dites que vous allez recruter? Est-ce qu'il y a un moment, parce que je sais que historiquement,
Tu m'as dit un truc l'autre fois qui m'a fait mourir de rire et c'est resté dans mon cœur. C'était prépare-toi Léo parce que remonter une agence, c'est repartir dans la rat race à 200%, mec. C'est là tu reprends ton 9 to 5, tu vas bosser, tu vas faire des heures, ça va être un taf de merde, tu vas être en présentiel. Genre c'est pas la vie cool d'éditeur de site qu'on a pu avoir. Et je me souviens t'avoir dit bah ouais mais c'est ok, tu vois, je suis prêt à le faire, c'est parti. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit un peu genre bon allez c'est bon, on repart dans ce mode de vie là, on remonte un vrai truc, on prend des employés, on refait une vraie structure, etc. À la place de simplement en fait tu sais prendre 10 ou 15 000 euros par mois en faisant de la prestation d'automatisation en consulting solo quoi. Ouais, bah je l'ai pas vu venir, pour être tout à fait honnête. Je suis bloqué de temps maintenant, mais je l'ai pas vu venir, clairement. Non, non, la réalité, c'est que quand on s'est mis dedans, on s'est dit, ok, on est deux bons profils, on sait bosser vite, on va vendre un peu plus cher que le temps qu'on travaille, et puis on va se faire des couilles en or, on partira en vacances comme d'habitude quand on veut, etc., etc. Et quand on a vu qu'on avait un certain attrait sur les salons, qu'il y avait de plus en plus de demandes, etc., on s'est dit, il va falloir qu'on se staffe parce qu'on n'a pas assez, on n'est pas assez de deux pour répondre à toute la demande. À partir du moment où tu te staffes, tu as une personne qui vient là 5 jours par semaine de 9h à 17h30, et bah, tu es obligé d'avoir un référent, au moins une des deux personnes. Et c'est là que tu te rends compte que tu es bloqué. Mais une fois que tu es bloqué, tu te dis, bon, bah ok, je vais dans cette direction. Allez, je recrute plus et puis on va capitaliser. Et puis voilà, on va construire un beau truc et puis on se prendra des gros dividendes et puis on prendra des vacances à la fin de l'année, etc. Mais ouais, je l'ai pas vu venir. Concrètement, moi, je suis honnête, hein, je l'ai pas vu venir. C'était plus une logique, vous étiez tous les deux, genre vous allez sur les salons, tu vois que John il est là, il est chaud, il serre toutes les mains, ça prend, ça signe partout, et tu te dis putain mais c'est trop bien, on gagne plein d'argent. Et la semaine d'après tu te dis ah mais attends, on doit tout délivrer, mais là maintenant il faut du monde du coup. C'est ça. On n'a pas signé plus que ce qu'on pouvait faire parce qu'on a quand même mis les bœufs avant la charrue, mais quand même. Enfin, je pense que ouais, on s'est enfermé dans un truc qui va nous prendre quelques années, au moins, avant qu'on puisse être libéré. Mais après, c'est quoi ton horizon c'est quoi l'horizon temporel justement? C'est marrant parce que moi j'étais en discussion il y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un pour du coaching aussi très intéressant et ça m'a forcé un peu à réfléchir à l'horizon temporel que j'avais et les objectifs financiers etc. Tu vois simplement et je me disais putain moi un truc qui serait vraiment cool que j'aimerais bien faire financièrement ça serait prendre en gros 3 millions d'euros avant mes 35 ans tu vois à peu près et du coup est-ce que tu as un horizon dans le même style où tu te dis bah tiens j'aimerais bien être valo où je suis parti pour 5 ans et ensuite après 5 ans on lève le pied etc. quoi. Je me suis souvent mis des chiffres dans ma vie, notamment la barre des 30 ans qui est importante un peu chez tout le monde, etc. Mais une fois que tu t'arrives à 30 ans, tu te rends compte que ta barre, tu l'as peut-être pas passée, sauf si tu t'appelles, je sais pas qui, enfin je vais pas citer de nom. Mais globalement, moi ce que je voulais, c'était mon rêve d'enfance, je veux être millionnaire, je veux être rentier. Bon, une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas trop, donc tu te donnes des nouveaux défis, tu vois. Tu te donnes des nouveaux défis et tu te dis ok bah je voudrais bien monter une agence que je vais revendre tant pour avoir tant dans le truc. Donc on a un chiffre. Je préfère pas le communiquer parce que on sait jamais qui c'est qui peut écouter. On a déjà eu des propositions etc. Donc pas de rachat hein, mais d'investissement. Donc j'ai pas envie de dire de conneries. Ça peut jouer après dans les négociations. Ça sera servi contre toi. Ah ouais. On a un horizon d'exit qui est pas ultra loin. Hein. On veut pas rester 10 ans dans la boîte ou quoi que ce soit. Ouais. On sait qu'on est sur la bonne vague, qu'on a les bonnes compétences, qu'on peut avancer vite. Maintenant, le but clairement, c'est soit on reste pour construire la boîte et pour avoir beaucoup d'argent, soit on revend tout. Mais on fera pas de levée de fonds et compagnie patata. Moi, je vois des potes qui ont fait des levées de fonds et qui sont maintenant sous un patron mine de rien, même si la levée de fonds c'est que 20% du capital total, ils sont sous un patron. Tous les mois, ils doivent faire des rapports aux actionnaires, etc. Ça, je sais pas ce que je veux. Ouais. Ok, putain, c'est intéressant. Et ouais, du coup, quand même, un horizon d'exit, bah normal. Hein, après, il faut que tu prennes ta retraite toi aussi. Hein, t'es plutôt jeune Clément maintenant, alors que. C'est ça. Ouais. Ah, je suis désolé, j'avais complètement oublié que tu avais cet âge-là. Mais tu fais si jeune aussi, tu fais plus jeune que moi avec mes grosses cernes dans tous les sens là. Ah non, mais attends, c'est le soleil qui fait des rides, attention, faut pas prendre trop de soleil. non, je veux pas jeune, c'est juste que je pense que plus tu t'entoures de personnes, mine de rien, mon entourage aujourd'hui d'entrepreneurs, tu vois un peu qui c'est, et c'est des personnes qui ont 5 à 10 ans de moins que moi. Donc effectivement, ça te laisse dans un esprit qui est un peu, un peu jeune. Mais après, j'ai pas de problème avec ça. Et derrière, mon but c'est pas de prendre ma retraite, c'est plutôt d'être satisfait d'un parcours à intenter et de me dire ok c'est quoi ma prochaine aventure. La réalité c'est qu'aucun d'entre nous, que ce soit toi, que ce soit nos potes, etc., ne prendra sa retraite avant 80 ans parce qu'on aime construire des choses, on aime bâtir des choses, c'est notre ADN, donc on le fera sûrement jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Ouais, c'est vrai. Putain.
C'est vrai que maintenant que tu le dis, t'as sûrement raison. Ça me fait un peu. J'ai pas envie que ma copine entende ça parce qu'à chaque fois je lui dis non, mais t'inquiète. Liberté Non, financière, et mais après on prend la retraite et tout. Mais c'est vrai il qu'en y a des réalité, belles en vies fait, il y a d'entrepreneurs. tellement de drive que tu vois, Bah ouais. ça s'arrête jamais. Et au pire, on changera juste légèrement l'activité, on la tweakera pour que s'il y ait moins de contraintes ou pour qu'on ait plus de temps ou des trucs comme ça. Mais en fait, on continuera à construire. T'as assez raison, je pense là-dessus. Ouais. Ouais, après, regarde, toi, t'es en Thaïlande, t'es globalement bien, t'as un bon cadre de vie, etc. Nous, on peut pas jouir de ce cadre de vie-là en France, sous la pression administrative, et de la paperasse, etc. de l'État français. J'y reviendrai pas. Mais tu vois, toi, t'as fait un pas dans le sens de, ok, je vais avoir une certaine liberté quand même dans mes mouvements et dans ce que je peux faire au quotidien et profiter de ton argent beaucoup plus rapidement que nous, on pourra en profiter, quoi, mine de rien. Mm. Ouais, alors pas du tout initialement pour ça. Hein. Initialement, c'était juste pour aller rejoindre GTM qui m'avait débauché avec un meilleur salaire, Ouais. tu vois. Mais finalement, bon bah en fait, je me suis retrouvé dans les pas de quelqu'un qui avait fait cette démarche-là et donc automatiquement, j'étais transposé dans cette démarche-là, plutôt Ouais, agréable. ouais, ouais. J'ai eu de la Ouais, mais bonne c'est chance, bien, on va hein. dire. Ah ouais. Ouais. Euh, Si j'avais pas d'obligation en France, moi je serais dans un autre pays aussi, hein. C'est juste que après c'est alors la qu'il a les vie. obligations que t'as en France, c'est ta copine, etc. Toi Ouais, aussi. c'est principalement ma Hmm. copine. Elle est en procédure de naturalisation, donc on peut pas Ok. bouger tant qu'elle Ah sera ouais, pas ouais, je validée. comprends. Ok, ok. Voilà. Ah, c'est Une fois que c'est fait, le. on verra. Pour les gens qui connaissent pas le gang des Lyonnais, il y a le gang des Lyonnais du SEO. C'est la même chose que le gang des Lyonnais de l'époque. Si jamais il y avait eu le web, grosso modo, c'est voilà, ils sont tous à Lyon. C'est là qu'il y a le cœur du. Pour moi, le cœur du SEO français est à Lyon, ou du moins le cœur de l'édition à coup sûr est à Lyon. Que des petits énervés, c'est tous marrants, tous entre potes, ça fait des petites activités et tout. Si vous passez par Lyon, putain, contactez le gang des Lyonnais, c'est Ouais, toujours, ouais, ouais. c'est très efficace. D'ailleurs, à quel point est-ce que tu penses que c'est euh, un contributeur positif pour ta croissance perso et la croissance de l'agence, ta croissance pro, on va dire, d'avoir un entourage qui soit aussi bien que ça. Genre, comment t'expliquer ça Je vois la question. Je vois la Ouais, tu vois ce que question. je veux dire. J'arrive pas à la cerner Ouais, ouais, ouais. proprement, mais tu vois à quel point est-ce que tu penses que c'est un bon contributeur? C'est difficile à répondre. Il y a des bons points, il y a des points moins bons. Le Hmm. bon point, c'est que tu supprimes la solitude de l'entrepreneur, Ouais. qui est mine de rien, si tu es tout seul et que tu que des gens qui sont salariés autour de toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai choisi comme vie de merde à travailler 10 Hmm. heures par jour et à me sortir 2 fois moins de salaire que les mecs qui sont en salariat. Et donc pour ça, se retrouver avec des mecs qui sont indépendants, qui globalement ont la même vision que toi de l'entrepreneuriat, etc., c'est plutôt pas mal. Après, là où ça peut poser problème, c'est en fonction des niveaux de chacun. Si Hmm. tu t'entoures de mauvais entrepreneurs, ou en tout cas d'entrepreneurs qui n'avancent pas, ça va pas avancer. Et nous, on a tous eu au même moment une période où on allait, entre guillemets, je dirais pas bien dans nos business, parce que c'est mentir, mais en tout cas, on n'a pas eu de croissance dans nos business. Ouais. Et une fois que tu es dans cette roue-là et que tout le monde est dans cette roue-là, bah, finalement, la, l'ambiance, elle est un peu morose. Ouais. Tu vois, Ah tu fais putain. tes soirées, etc. Et moi, je me souviens d'une soirée qu'on a fait tous ensemble où on était tous là en train de se dire, bah ouais, on sait pas trop ce qu'on va faire après parce que ça marche toujours, mais ça marche comme hier. Donc ça veut dire que demain, ce sera pareil. Donc il n'y a pas vraiment Ouais. d'excitation à penser à demain, tu vois. Hmm. Et du coup, voilà, c'était un peu morose. Et du coup, il faut faire attention à ces périodes-là, à pas te démotiver et donc toujours regarder plus loin. Et c'est vrai que nous, avec Joanie, on s'est pas du tout détaché du groupe. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une espèce de croissance qui se refait depuis que, je sais pas si c'est nous, si c'est Hmm. peut-être les Wizards qui ont commencé à se structurer plutôt bien pour afficher une belle croissance, etc. Euh, et du coup, on monte tous un peu en même temps Ouais. à la même vitesse ou à des vitesses asynchrones, mais en tout cas, on arrivera au même chemin à la fin. Donc ça peut être bien, mais ça peut être traite si tu t'entoures avec les mauvais gars. Si tu t'entoures avec des gars qui font du surplace, tu feras du surplace en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est Donc il faut quand intéressant ce même que bien tu dis. choisir. Ouais. Ouais, il y a vraiment la dynamique de putain, j'ai un peu eu ça dans ma phase entrepreneuriale un tout petit peu hein, parce que c'est pas une phase entrepreneuriale très très longue que j'ai eue mais écoute, je l'ai un tout petit peu ressenti et tu sais c'est un peu le truc de euh, des fois, tu chattes avec quelqu'un, il est entrepreneur sur le web depuis 10 ans, et tu sais, la situation est cool, elle a avancé un peu, mais elle a pas non plus beaucoup avancé, en fait. Tu te rends compte qu'en 10 ans, il a pas achieve énormément de choses, alors qu'il y avait un potentiel qui était assez énorme. Et quand tu commences à arriver dans l'entrepreneuriat, tu te dis, ah putain, c'est ouf, cette personne, mec, elle est ici depuis 10 ans, elle fait des jolis chiffres, etc. Et en fait, après, quand tu vois la croissance potentielle que tu peux avoir, avec la vitesse avec laquelle tu peux l'atteindre, tu te dis, putain, mais en fait, tu vois, ses chiffres ou sa situation ou son quotidien, je peux l'achieve,
pas en 10 ans, mais en 6 mois en fait, ou en un an. Ouais, c'est ça. Et après en fait tu réalises, et moi je me souviens avoir vu des potes et me dire ah ouais putain en fait j'idéalisais beaucoup son mode de vie, sa situation et tout, mais en fait elle est pas si compliquée, tu vois, c'est faisable, il a pas donné beaucoup, et tu perds un peu ce rêve, ce mentorat que t'avais un peu avec Ouais, cette c'est ça. personne, et ouais. Et du coup, tu t'en rends de plus en plus compte au fur et à mesure des années qui passent. Moi, maintenant, c'est depuis 2019 que je suis indépendant. Et je regarde certaines personnes avec qui j'ai commencé le business en 2019 et je les regarde aujourd'hui, qui sont pas dans le groupe des Lyonnais. Et je me dis, en fait, ces personnes-là n'ont pas du tout évolué dans leur aventure entrepreneuriale. Et je trouve ça dommage parce que quand je regarde le chemin que moi j'ai fait, Mhm. je me dis, il y a quand même beaucoup de choses à faire si tu fais les efforts. Mais encore, faut-il vouloir le faire, les efforts, hein. Mais si tu fais les efforts, normalement, tu peux que aller vers le haut. Et donc, il faut Ouais. faire très attention à cette espèce de stagnation que tu pourrais avoir si tu traînes. Et encore une fois, je ne le dis pas de façon péjorativement avec des mauvaises personnes, mais en tout cas avec des personnes qui ont décidé de rester dans leur confort. Si toi, ton objectif, c'est de l'ambition, il faut que tu sois avec des personnes qui sont ambitieuses, quoi. Ouais, et pas simple, hein. Moi, c'est un truc aussi où, tu sais, en fait, trouver des gens qui ont envie d'accélérer leur entreprise, leur business, leur vie aussi vite que toi, il y a des fois où c'est compliqué. Et ouais, est-ce que tu as des conseils pour trouver des gens comme ça d'ailleurs? Pour trouver des gens qui sont dans la déterre et qui ont envie de tout exploser? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, j'admire certaines personnes que je vois passer des fois sur LinkedIn, mais c'est plutôt en fait, je vois ça comme je me vois un petit peu comme un petit singe qui se raccroche à des branches à droite à gauche et j'essaye toujours de m'accrocher à une branche un peu plus haut, tu vois. Mhm. Et je sais que ces branches-là, c'est pas des entrepreneurs que je vais côtoyer pendant des années ou quoi que ce soit, mais ils sont juste là à un moment dans ma vie pour me donner certains conseils. Peut-être je peux leur Mhm. donner des conseils en retour sur certains trucs, etc. Mais en tout cas, moi, j'essaye vraiment d'avoir un parcours où je me dis, OK, j'ai mon socle de potes, entrepreneurs, associés, etc. Et puis derrière, j'essaye toujours de regarder plus haut pour essayer d'aller, pour me tirer vers le haut. J'ai vraiment pas envie de stagner parce que j'ai Ouais. stagné longtemps dans ma vie. Et tu te dis que tu perds du temps, mine de rien, même si c'est jamais du temps de perdu. Mais si tu profites pas Mhm. du moment présent quand tu stagnes, c'est catastrophique. Tu as perdu ta vie. Ouais. Ah, si en plus en fait tu progresses pas et en plus t'es pas heureux, Ouais, tu te dis ouais, ah putain c'est mec, ça. ça fait quand même deux coups Ah, dans l'eau là, pour le coup c'est il y en dommage. a tellement des gens comme ça. Tu fais un tour sur Twitter, il y en a tellement des gens qui ressassent la même chose depuis 20 ans et tu te dis putain merde, j'ai pas envie de devenir comme ça quoi. C'est aussi une Là, motivation, hein. t'as fait une doublette d'affilée. Petit éloge pour LinkedIn, petite balle pour Twitter. Est-ce que, moi, je Ouais. suis exactement dans le même phénomène en ce moment. Je pense qu'on a tous les deux compris, je sais pas, le côté bénéfique de LinkedIn et le côté maléfique de Twitter, dans le sens où je te donne ma vision, tu me dis ce que t'en penses. Mais j'ai l'impression que sur Twitter, historiquement, je pense qu'on a beaucoup aimé Twitter parce que c'était une plateforme où il y a pas mal d'échanges et il y avait de la bonne valeur qui était distribuée un peu tout le temps. Maintenant, je pense que c'est très pollué par énormément de choses, et que j'arrive plus vraiment à trouver des choses qui sont vraiment intéressantes, des petites pépites et tout. De temps en temps, t'en as un, mais ça arrive une fois par mois là, où avant ça t'arrivait une fois par jour. Ouais. Euh, alors que sur LinkedIn, au final, là, les gens, je pense, ont compris que LinkedIn c'était une bonne source d'acquisition globale, que c'était un bon moyen d'échange pour avoir des gens qui ont du budget, qui sont intéressants. Et du coup, ça force à pousser avec de la valeur, à envoyer des trucs qui sont intéressants. Et en fait, tu trouves deux trois trucs qui sont intéressants, bon, des fois un peu de bullshit, mais bon, pourquoi pas. Et au moins, t'as pas toute l'agression permanente que t'as sur Twitter. Et du coup, j'apprends à apprécier de plus en plus LinkedIn. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Twitter, effectivement, il y a un truc qui s'est passé depuis le rachat de Musk, hein, globalement, c'est que c'est la course à l'engagement et donc c'est la course à la polémique, mine de rien. Donc Mhm. finalement, tu fais un tweet, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait au moins une personne qui te critique si tu veux que ton tweet il buzz, quoi. C'est vraiment un peu le seul moyen de buzzer sur Twitter, c'est de dire un truc un peu dérangeant ou un truc où tout le monde n'est pas d'accord et de dire ok, ça va faire du reach. Après, LinkedIn est un peu pareil, mais c'est un peu plus caché derrière une barrière professionnelle. Ouais. Le langage est un peu plus propre. Mais par contre, sur LinkedIn, moi, je l'utilise pas en tant que personal branding, mais en tant que asseoir l'expertise de ma personne et de la société Séquence sur l'automatisation. J'essaye de poster des trucs intéressants où je me dis peut-être ça va taper dans l'oreille d'une personne qui va lire ça et qui va peut-être devenir mon client. Ce que je ferai Mhm. jamais finalement sur Twitter parce que je sais que la plupart la plupart des gens, mine de rien, postent là pour se décharger, on va dire, d'émotions ou de trucs comme ça et qui sont pas là dans une acquisition de clients, dans du business ou quoi que ce soit. C'est un peu, voilà, c'est un fourre-tout, quoi. Putain, c'est exactement comme ça que j'utilise Twitter, quoi. C'est vraiment, je Ouais, ressens un truc, j'ai une idée, je trouve ça marrant, hop là, boum, allez Twitter, tac, on ouais, c'est publie ça, ça. c'est sans Et maintenant, filtre. je suis en train d'essayer de faire la démarche de me dire, tu sais, je commence à écrire mon tweet un peu n'importe comment, et après je me dis, ah, attends, vas-y. Et si je structurais cette pensée et que j'arrivais à en faire un post LinkedIn qui soit propre, tu vois, Ouais, est-ce c'est que ça ça. serait intéressant?
Mais c'est ce qu'il faut faire hein, globalement. C'est que tu as une façon de parler sur Twitter qui n'est pas la même de toute façon que, enfin, on va l'appeler X, mais qui n'est pas la même que sur LinkedIn. Et il faut trouver, c'est dur d'être bon sur les deux en même temps. Hein. Clairement, ça demande du temps. Et si t'es pas dans le personal branding, comme moi, c'est très difficile. Ouais. J'ai quand même vu ta chaîne YouTube. Hein. J'étais voir rapidement. Voilà, j'ai vu qu'il y avait comment regarder le foot gratuitement avec ChatGPT. Très très fort celle-là. Elle est morte, ma chaîne YouTube. C'est comme disait Anto, on attend l'été prochain pour la prochaine vidéo quand tu te feras chier. Bah, ouais, c'est un peu ça. Hein. Non, c'est juste que, en fait, j'ai monté la chaîne YouTube et il y a Théo Koudak qui a sorti une interview pas trop longtemps après et qui a expliqué que lui, par rapport à ses clients, ça lui rapportait pas de business parce que sa cible ne regardait pas forcément YouTube sur les grosses agences, les directeurs d'agences, etc. Et que ça le desservait plus qu'autre chose parce que c'était du divertissement et que les gens le voyaient, là je dirais pas comme un clown, mais un saltimbanque, quoi. C'est un mec qui fait du divertissement sur YouTube. Donc en fonction de ta cible, effectivement, ça peut être dangereux de faire des vidéos sur YouTube. Moi, je réponds bah voilà, aux invitations ou des choses comme ça, mais je pense pas que je vais poursuivre l'aventure YouTube parce que déjà ça prend énormément de temps et en plus si je le fais pas bien, ça peut me desservir. Donc voilà. C'est vrai. J'en ai parlé avec Théo aussi. Du coup, c'est assez fun parce que au moment où je discutais avec Théo, au tout début, je vous ai appelé pour avoir votre avis sur la question. Vous qui aviez un peu fait le parcours aussi, vous m'avez conseillé d'y aller. J'y suis allé. C'était une très très bonne décision. Et ouais, on a parlé un peu de contenu YouTube et justement de l'orientation du contenu YouTube, à qui tu t'adresses, etc. À quel type de contenu tu fais en fonction de à qui tu t'adresses. Moi, j'ai pas encore trop fait le changement de ligne édito, mais je suis en train de le faire progressivement. Et tu vois assez vite qu'on est passé de un peu une sphère make money à une sphère plus agence, corpo, market, respo market, boss d'agence SEO, etc. Donc voilà, on va parler plus d'acquisition globalement parce que c'est ce qui va intéresser plus ma cible client plus que le make money, quoi. Et mine de rien, le truc qui est un peu bâtard, c'est que le make money attire quand même une plus grosse audience que juste parler d'entrepreneuriat simple avec les problèmes administratifs, recrutement, etc. qui sont parfois pas sexy pour les gens qui sont pas dedans. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui va te faire convertir, mine de rien, vers des vrais clients plutôt que le make money qui est là pour le B2C. Le make money, c'est du B2C. Et voilà, ce que tu fais maintenant sur ta nouvelle ligne édito où tu invites des gens, des patrons d'agence, des trucs comme ça, bah, c'est plutôt cool parce que moi, en tout cas, je suis plus apte à regarder ce type de vidéos qu'effectivement les vidéos make money parce que bah, c'est pas de la perte de temps, mais je suis plus dans le mood, donc c'est pas le truc qui va me faire avancer, quoi. Ah ouais, 100%, 100%. Et il y a justement, je me souviens d'un sujet de discussion où j'étais, j'ai la chance de vivre très proche de Monsieur Romain Pirotte, avec qui je discute très très régulièrement. On parle souvent de vous parce que bon, on a toujours une proximité globale. Voilà, il faisait pas partie directement du gang des Lyonnais, mais bon, il en était pas très très loin non plus. Ouais. Par adoption, il aurait pu, quoi. Et on parlait justement des finances des gens de Twitter versus les finances des gens de LinkedIn, tu vois, et le fait que les gens du make money, en fait, même si ça brague à propos tout le temps de genre on gagne plein d'argent, bah en fait quand il faut payer, ils sont là un peu genre ouais, mais tu vois, il y a pas moyen d'avoir un truc à 100 balles vite fait sur Upwork et tout, et en fait VS les gens de LinkedIn qui sont en mode non, mais tu fais un truc professionnel, t'es basé en France, c'est normal, faut te payer cher, t'inquiète pas, 1000 € de TGM, c'est normal, hop là, et ça paye, quoi, tu vois. Ouais, et puis après, c'est un concept entrepreneurial aussi où l'entrepreneur et SEO, ça a du mal à mixer entre les deux parce que le SEO de base est rare. Le SEO, c'est l'acquisition de trafic gratuit. Donc forcément, tu vois, on part sur un truc où tu essayes de payer le moins possible ton clic et derrière, on vient toute la stratégie d'essayer de payer le moins possible tes outils, de payer le moins possible tes freelances, etc. Et à contrario, l'entrepreneur, moi, ce que j'ai appris assez rapidement, c'est que si tu veux gagner de l'argent, il faut en dépenser dans tous les cas. Plus tu vas dépenser, c'est soit tu vas dépenser pour acheter une expérience, soit tu vas dépenser pour acheter des clients. Et derrière, dans tous les cas, c'est bénéfique. Donc, il faut dépenser. Et moi, je dis, c'est n'importe qui se lance, ne laissez pas d'argent sur votre trésorerie, dépensez tout, accélérez, dépensez en communication, dépensez en freelance, dépensez en tout ce que vous voulez, mais dépensez pour voir où c'est qu'il y a de l'argent à aller chercher, où c'est que vous avez de la plus-value, où c'est que vous pouvez faire fructifier votre argent, quoi. Il y a rien sans rien, donc voilà. C'est marrant que tu dis ça, c'était une des leçons que j'ai prises lundi. J'étais voilà, en coaching et le gars m'a dit
Il m'a dit, bah, ok, est-ce que tu génères de l'argent alors que je dis, bah ouais, un peu, tac, je fais voir la profitabilité et tout. Il me dit, ok, bah là, t'as beaucoup trop de profit. Là, faut que tu crames du cash. C'est pas normal d'avoir un tel taux de profit avec ta situation. Voilà, il dit, embauche, crame du pognon, c'est pas normal d'avoir autant d'argent sur la trésor, voilà, quoi. Et du coup, Ouais, ouais, ouais. t'es raccord avec Et ça. J'apprends les leçons sur le tard petit à petit. ouais, non, non, mais on apprend tous petit à petit. Et Joanie et moi, on a le même problème. Hein, c'est qu'on est on est des SEO de base, donc on est des rats de base, donc on est économe. On aime bien avoir un certain niveau de trésorerie sur chacun de nos comptes bancaires, comptes courants, entreprises, etc. Mm. Et la réalité, c'est que ça sert pas à grand chose, si ce n'est de rassurer dans ta tête. Mais ça, c'est une espèce de croyance Mm. limitante, pour reprendre le terme, que il faut pouvoir te verser un an de salaire. Non, bullshit. Tu te verses 2 mois de salaire maximum et puis derrière, t'avances. Si t'as plus d'argent, bah tu travailleras plus. Et c'est un Ouais. peu le seul truc, quoi. C'est voilà. Mais, moi aussi, je me fais accompagner par un coach, d'ailleurs. On y reviendra après, mais le coaching, c'est con, hein, mais c'est con parce que le coaching, c'est vraiment le truc le plus branlette possible, mine de rien. Parce que tu Ouais. te dis, ouais, j'achète de l'expérience, j'ai envie d'être meilleur, etc. C'est un peu du. Je pense que des gens comme De Koopman te diraient, mais ferme ta Ouais. gueule et travaille, quoi, plutôt que d'aller chercher des conseils à droite à gauche. Euh, mais la réalité, c'est que moi, le coaching, il m'a appris à, voilà, je ferme ma gueule et je travaille. Et donc, j'ai besoin de payer ce coaching pour fermer ma gueule et travailler, quoi. Et je Mec, charbonne. C'est ça, c'est en fait. vrai. C'est juste qu'on n'est pas tous nés avec cette mentalité de charbonner, travailler, etc. Mais par contre, quand c'est quelqu'un d'extérieur qui te le dit, qui arrive à t'apporter le raisonnement et te dire, ouais, en fait, il faut que tu charbonnes, etc., bah ouais, tu te dis, Ouais. putain, ça a du sens. Et tu te mets à charbonner et ça fonctionne. Et là, tu te dis, allez, je charbonne jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis super d'accord avec toi. Genre, moi, il y a des trucs super basiques, en fait. En fait, c'est jamais des enseignements de ouf, tu vois. Faut juste que ça soit quelqu'un qui soit là où tu veux être, qui te dise un truc basique et tu dis, ok, bah, ouais, bah, si tu me le dis, c'est que c'est vrai, tu vois. Et typiquement, genre, le fait de dépenser du cash pour pouvoir en rentrer, bah, tout le monde est assez d'accord pour ça, tu vois. Et là, quand t'as quelqu'un qui est intéressant qui te dit, bah, là, t'as trop d'argent, mec, faut que t'en dépenses, tu te dis, ah, bah, ouais, ok, bah, validé par tout le reste des enseignements. Ouais, Juste, j'avais un peu peur parce que, voilà, j'ai un passé qui c'est fait ça, que, ouais. et en fait, ça marche bien, quoi. Et, et c'est le cas pour plein d'autres choses comme ça. Et souvent, c'est des enseignements. Et en fait, moi, souvent, c'est, tu sais à peu près ce qu'il faut faire, mais t'as plein de questions et de raisonnements qui viennent et qui passent par la tête un peu tout le temps. Et tu te dis, ouais, mais est-ce qu'on ferait pas ça comme ça? Est-ce qu'on ferait pas ça comme ça? Et quand t'as une personne qui est plus avancée qui te dit, non, tout ça, c'est du bruit. Ton seul focus, c'est ça, tu vois. Et là, tu dis, ok, bon, bah, là, c'est bon. Moi, j'ai plus besoin de réfléchir. J'ai un seul focus. Ça permet de se cadrer, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai remarqué un changement dans mon comportement et ça fait un mois et demi, mais concrètement, il y a un problème, bah, je mets en place une solution, même si c'est pas la bonne. Avant, Hmm. j'avais, ok, il y a un problème, bam, je vais névroser Ah dessus ouais, tu pendant partais en 3 mode jours, la à meilleure essayer de solution et trouver tout. la meilleure solution, etc., le truc le plus efficace, est-ce que je vais pas faire des conneries en plus, etc. Non, il y a un problème, putain, tu trouves une solution, si c'est pas la bonne solution, tu en trouveras une autre, quoi. Ouais. C'est un peu ça, en fait, qu'il faut faire. Et il y a que comme ça que tu avances le plus vite possible. Et franchement, je suis vraiment dans une bonne dynamique. Moi, en ce moment, en tout cas, je pense que Joanie doit le ressentir et ça se ressent aussi sur la boîte parce que tu vois, on recrute, on avance, etc. On signe plus de clients. Et il y a que comme ça. Faut charbonner, faut charbonner. C'est vrai que il y a pas Ouais. de secret en fait. Hein. Putain, faut charbonner quoi, y a pas de secret. Ouais, ouais. Est-ce que tu as des conseils sur la relation client ou des Alors, vous faites du one shot plus un peu du TJM après. Du coup, c'est un peu Ouais. peut-être différent que du recurring où là, tu as quand même une approche où il faut que tu gardes ton client le plus longtemps possible, donc il faut que tu aies une super bonne relation avec lui. Toi, potentiellement, il faut quand même que tu aies une bonne relation parce qu'il sera satisfait via le travail réalisé et la relation, mais ça a peut-être moins d'importance globalement que dans du recurring. Je sais pas à quel point sur du one shot, tu as cette importance de la relation client. Bah, nous, on n'a rien à prouver dans le sens où si la personne achète, c'est qu'elle s'est prouvé à elle-même que ça va fonctionner parce qu'elle a déjà le ROI de la prestation en tête, etc. C'est du développement. Ce qui est très différent du SEO où tu Mhm. vends des promesses, des peut-être, des ça va monter, mais on ne sait pas Comme un vrai trop quand, infopreneur. etc. C'est ça. Effectivement, à ce niveau-là, je pense que c'est beaucoup plus dur la relation client dans le monde du SEO et dans le monde où j'étais avant et dans le monde où tu es que la relation développeur où bah, c'est simple, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, tu trouves une solution, Ouais. ça fonctionne, le client est content. Seul biais de mécontentement qui peut arriver, c'est les retards de livraison. Ouais. Si on se plante sur une livraison, que le recettage est trop long ou des choses comme ça, moi j'ai un recettage qui met un peu de temps en ce moment, c'est un peu stressant pour moi parce que je me dis putain, j'aurais dû anticiper ce genre de problème, mais c'est pas grave, Mhm. allez, on travaille, s'il faut que je travaille le week-end pour régler le problème, au moins je veux que le client il soit satisfait, tu vois. Mais il y Ouais. a beaucoup moins de questions de satisfaction client, mine de rien. Ok.
Ouais, c'est marrant, j'ai revu un tweet il y a pas longtemps qui disait la qualité numéro un d'un développeur qui leur manque, c'est de donner une deadline et de s'y tenir. Et en fait, c'est vrai que vous avez un peu le même problème. En fait, la qualité numéro un qu'on va apprécier chez vous, c'est le fait d'être capable de tenir ces deadlines. Et c'est très souvent un truc qui est reproché aux agences de développement. Donc, en fait, vous êtes Ouais. exactement dans la même Ouais. problématique, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que nous, on essaye de se caler sur des deadlines de développement normal. Mhm. Sauf que nous, comme on travaille beaucoup plus vite, ça nous donne plus de largesse sur la livraison Ouais. finale du projet. On le dit pas aux clients, faut pas qu'ils écoutent ça. Mais globalement, on a de la largesse sur les deadlines qu'on leur donne. Et moi, je veux cette largesse de façon à pouvoir faire un 100% sur toutes les deadlines à chaque fois, quoi. Ouais. Ah, ok, c'est stylé en vrai. Vous prenez combien de temps en général entre on va dire, vous faites cahier des charges avec le client, du coup, je suppose. Ensuite, vous faites une estime, du coup, vous signez le client là-dessus, et ensuite, vous mettez combien de temps à délivrer? Combien de temps ça va vous faire de faire un cahier des charges déjà? Parce que c'est un truc qui est quand même un peu coûteux en temps et en énergie, j'ai l'impression. Ouais. Et derrière, ouais, C'est comment ça se passe? c'est le plus dur parce qu'il faut, c'est soit ton client il vient avec un cahier des charges, ce qui est arrivé 2 ou 3 fois maximum sur nos 30 clients qu'on a signés, soit effectivement on doit transcrire le process que le mec a dans la tête, donc essayer de comprendre son métier, essayer de comprendre son process, le transcrire en cahier des charges, lui faire valider par une signature depuis Sign, ça c'est hyper important, Hmm. pour qu'à la fin on puisse livrer quelque chose qui est correct au cahier des charges. Le cahier des charges en soi, ça met pas trop de temps parce que tu vois, on se met debout, on réfléchit, ok, comment tu verrais ça? On a un petit tableau blanc, on réfléchit, on dessine les workflows, ok, c'est Hmm. validé. On présente la propale au client avec le workflow, le temps que ça va nous mettre en gestion de projet, coût de production, documentation, formation, etc. Le coût total. Derrière, en général, il n'y a pas de négociation parce que nos tarifs, encore une fois, sont assez agressifs par rapport à une boîte de dev. Et Hmm. derrière, on enchaîne sur de la production qui peut, voilà, si on a calculé 16 jours hommes, bah, on espère qu'on va en passer 10, donc 2 semaines, et que derrière, on aura 6 jours hommes pour faire de la marge ou pour corriger les bugs, quoi. Donc, globalement, on a un turnover de prestations qui est assez rapide. Et aujourd'hui, en fonction des clients qu'on a, si c'est des petits clients, c'est hyper rapide à mettre en place, tout se Hmm. streamline hyper facilement. Si c'est des gros clients, on va passer beaucoup plus de temps sur de la réunion que sur de la production. Mais Ouais, c'est le jeu et on est aussi payé pour ça, pour faire de la réunion avec les clients. Donc, bien c'est sûr. cool. Ok, stylé. Putain, c'est bien cadré, c'est joli ce que Ouais. tu me dis là. Vous vendez plus du Make ou du N8N? Alors, au départ, on faisait moitié-moitié. Le but, quand on a monté la boîte, c'était de se dire, OK, on fait 50% de projets en make, 50% de projets en N8N, on se répartit les tâches, chacun fait sa prod, etc. Puis au fur et à mesure des demandes, on s'est rendu compte que N8N était quand même beaucoup plus cadré pour les gros projets, pour la Mhm. scalabilité, etc., pour la RGPD, etc. Donc on a abandonné Make. Ça reste une source d'acquisition parce que les clients rentrent sur Make, mais on a complètement Ouais, abandonné Make parce que c'est pas scalable, c'est pas, ouais. ça a des coûts, etc. On ne sait pas comment le pricing va évoluer, donc on peut pas faire de garantie aux clients, etc. Et puis sur une logique de développement, c'est beaucoup plus facile de travailler sur N8N. Donc maintenant, on fait Hmm. que du N8N sur les nouveaux projets qu'on rentre. Du Et coup, on fait comprendre aux clients. t'as Ouais. formé Joanie au EN8N petit à petit. Allez, hop. C'est devenu le Alors, il boss s'est un R&D peu de formé à l'agence. N8N. Ok. Il a pas ma patience sur N8N, mais il s'est formé à N8N, donc il comprend très bien les workflows. Mais c'est vrai qu'on a eu un réajustement des rôles où moi je suis plus chargé de la prod et lui plus chargé de De l'avant-vente, la l'acquisition et vente, tout. le Ouais. commercial, l'acquisition, etc. Donc ça fonctionne bien comme ça et pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Ok, stylé. Bah, c'est bien d'avoir ce workflow comme ça et cette séparation. Ça fait sens de s'être redirigé sur N8N, ça fait sens que tu sois chargé de la prod et tout. Donc en fait, globalement, ça fait que des bons moves et c'est intelligent. Ça fait plaisir de voir des gars intelligents faire des moves intelligents comme ça. Bravo les gars. Merci. Bah, de toute façon, on fait des erreurs aussi. Hein, faut pas. On en a fait des erreurs. Je pourrais pas les citer du haut de ma tête parce que j'essaye de les oublier, je pense. Mais globalement, on est content. Mais tu vois, là, recruter, là, le premier recrutement qu'on a fait, mais c'est une brute, le mec. Il a Ouais. 34 piges. Il a commencé à faire à apprendre le développement par lui-même depuis 3 ans. Il a fait 3 mois de bootcamp de nos codes. Et puis derrière, on l'a pris. Il est déjà prêt. On l'a mis sur des clients, etc. C'est déjà rentable. Donc c'est Putain, c'est stylé ça. plutôt cool. Ouais. Ouais. Et tu les mets, du coup, ouais, ils peuvent tout faire. En fait, tout le monde fait tout là encore, alors qu'il est un peu dans l'écosystème. Je suppose que ça soit la préparation des nouveaux projets, que ce soit l'accompagnement TJM pour les améliorations, etc. Tout le monde est un peu dans tout. Et Joanie Eh plus sur la partie ben, commerciale, j'imagine, non? Eh ben non, on est en train de se Ok. processiser justement depuis l'arrivée de Johan, notre premier contrat pro. On est en train de se processiser, donc on lui a fait faire tous les process justement de onboarding client, etc., etc., etc. Le but c'est que moi j'arrive en support technique s'il y a des problèmes de création de workflow, d'IA ou de trucs comme ça.
Mais le but, c'est de se dire, OK, nous, notre boîte, c'est un package. C'est que si demain, Joanie ou moi, on est amené à mourir ou à partir de la boîte ou quoi que ce soit, la boîte, quelqu'un peut la reprendre et la faire tourner sans nous, en fait. Ouais. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire, c'est on développe un produit à travers notre boîte, mais on veut un produit ultra processisé, qu'il soit ultra simple à comprendre et que n'importe qui pourrait diriger, en fait. Donc, on essaye que notre valeur ajoutée à nous deux, elle soit retranscrite dans des process, même si il y aura toujours des limites, mais le but, c'est voilà, le jour où on veut faire un exit dans 5 ans, allez, prenez tout le package et ne nous faites pas chier, quoi. Ouais, y a de quoi faire. Ok, c'est stylé, c'est une bonne vision. C'est assez marrant de le préparer dès maintenant en fait parce que vous êtes super early pour préparer ça entre guillemets dans le sens où moi si je commence à réfléchir tu sais je suis pas dans la même situation parce que j'ai 2 stagiaires donc on n'est pas dans une situation où j'ai 2 alternants et de free mais petit à petit ça va s'en rapprocher de là à ce que je dise putain j'ai assez processisé pour que potentiellement la boîte elle tourne sans moi il y en a on est très très loin de ce truc là quoi. Ouais, alors on en est loin aussi parce que tout simplement on n'a pas la masse salariale pour pouvoir se passer de nous. Ouais mais tu sais que ça peut arriver quoi à terme. Ouais, mais ça peut arriver donc ça sera pas catastrophique. Comme on dit, il y a toujours des solutions. Mais le truc c'est de se dire, enfin nous on a monté la boîte dans l'optique d'un exit et d'un produit. Ouais. On s'est dit on va monter la première boîte d'automatisation en France sur un tarif premium avec des process très clairs redéfinis. Et derrière, tout ça vaut de l'argent et on le revendra à un paquet de monnaie quand on voudra partir. Putain, c'est C'était stylé, vraiment, mec. Vous êtes parti déjà avec une bête de vision, quoi. Même si vous aviez la question de l'opportunité rapide qui arrive et vous dites, putain, c'est un bon fit et tout. Genre, vous aviez construit ensemble une vision, vous vous êtes dit, putain, on est là-dedans, on peut faire ça et on peut le faire bien, quoi. Ouais. Et je pense que ça vient un peu de moi, la deadline, parce que moi, j'ai juste pas envie de prendre du temps sur des nouvelles aventures. Je suis jamais resté plus de 2 ans dans une boîte ou dans une aventure entrepreneuriale ou quoi que ce soit, parce que j'ai la bougeotte, il faut toujours que je vois des nouveaux trucs, etc. Donc, l'automatisation, c'est bien parce que je vois plein de nouveaux métiers, etc. Mais je sais que ça sera pas ma vie non plus, cette boîte-là. Donc, je veux monter la plus belle boîte d'automatisation, la plus belle marque qu'on peut. Mais je veux aussi me préparer à me dire, faut pas que l'exit ce soit une tannée parce que ça va me casser les couilles, les process et compagnie, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. Ok, putain, ça fait sens. C'est stylé en vrai comme modèle. Et en fait, vos concurrents, c'est les boîtes de dev. Ouais, vous avez une différenciation parce que vous faites du no-code, quoi. C'est assez fort quand même comme marché, comme situation. Et on est en train de pivoter. Moi, Joanie m'avait toujours dit, faut qu'on intègre l'IA dans notre message, dans notre communication, etc. C'est ce que j'allais te demander. Je sais pas, l'IA, c'est un peu un branlette et deux casse-couille parce que si tu fais mal ton prompt techniquement le client va pas être content et puis au fur et à mesure là on est en train de rebrander justement pour dire qu'on est aussi intégrateur d'IA dans les entreprises parce que ça fonctionne bien mine de rien là on a bah ouais tu m'étonnes mec à Grenoble ça doit être énorme et en fait les gens veulent de l'IA ils savent pas pourquoi mais ils veulent de l'IA donc on a juste besoin de le mettre dans le message même si on le fait pas on a besoin de le mettre dans le message quoi. Ouais ça m'étonne pas et en fait je vois déjà nous et les gens qu'on connaît, qui sommes un peu issus du make money, et issus de la bidouille sur internet et issus de tout ça, genre à chaque fois on adore l'IA, tu sais, on met les mains dedans et il y a des fois où tu vois un gars et tu te dis putain il a réussi à construire quelque chose d'intéressant avec l'IA quoi. Et même si maintenant on a un peu genre bon on a 25 outils de création de contenu SEO qui sont arrivés, on a commencé à avoir l'habitude, ça va les gars, on a compris. Mais il y a quand même des fois où des gars tu te dis ah ouais il a quand même son process il est quand même bien foutu et ce qui sort c'est quand même de la bonne qualité quoi. Et du coup quand tu matches ça avec genre des boîtes énormes, genre le CIC, tu vois, et tu te dis putain mais mec si tu commences à intégrer des réflexions comme ça dans une boîte comme ça, tu vois, je sais pas, c'est comme mettre la cerise sur le gâteau quoi, tu vois, ça rajoute vraiment une qualité sur une quantité de données énorme, etc. Mais faut trouver la bonne manière de le faire en effet parce qu'en fait ça rajoute un niveau de risque qui est énorme parce que il y a du non contrôlé quoi. Ouais. Moi j'ai développé une petite automatisation grâce à l'IA, avec l'IA plutôt. Où en gros je rentre un métier et ça me dit toutes les tâches que je peux automatiser dans son quotidien. Et c'est l'IA qui gère tout, tu vois. Il y a plusieurs blocs, un bloc qui me décrit la journée d'un comptable, un deuxième bloc qui me la découpe en fonction de trucs, un troisième bloc qui me dit quels sont les logiciels utilisés, et un quatrième bloc qui me dit bah voilà par rapport à ces logiciels est-ce qu'il y a de l'automatisation à faire, etc. Et derrière ça va me permettre de répondre justement à tous ces gens qui viennent et qui me disent ah j'aimerais bien utiliser l'IA mais je sais pas comment faire. Du coup attends mon truc, je fais mais je te fais voir sur mon téléphone. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, tu vois. Et puis, il y a une espèce d'effet waouh mais le but, c'est pas de leur vendre du waouh, le but, c'est de leur vendre de l'efficacité parce que nous, on veut avoir un impact positif sur la croissance des entreprises et leur efficacité. Donc, on les attrape par le waouh et puis derrière, on leur dit, il y a de l'argent à se faire derrière. En tout cas, il y a de l'argent à économiser, quoi. Non, ouais, c'est sûr. Dans tous les cas, c'est waouh, en fait. Mais, enfin, tu sais,
Je trouve si tu te penches sur comment utiliser l'IA pour un métier en genre une demi-journée, tu trouves un use case qui casse le métier, quoi. Tu vois, c'est ça qui est très fort en fait. Dès que t'es un peu créatif et que tu connais un peu le métier, tu peux casser un métier très facilement. N'importe quelle personne qui a jamais utilisé trop GPT, tu prends ses use cases et tu fous GPT dedans, tu lui broies le cerveau. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il y ait ce côté waouh qui soit très très fort. Et en fait, c'est vraiment des use cases qui sont super intéressants. Souvent, c'est rare que tu arrives à les mettre de bout en bout parce que justement, tu manques de ressources dev. Et en fait, là, vous arrivez en mode, bah tiens, pas besoin de ressources dev, on gère, on intègre l'IA, c'est bon, on te fait le process, c'est automatique et ça déroule, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. On peut faire des promesses. Nos plus grands adversaires, mais aussi nos plus grands alliés, c'est les équipes IT des boîtes, les équipes de dev. C'est nos plus grands adversaires parce que dès qu'on doit travailler avec eux, eux ils disent ouais, vous faites du no-code. C'est un peu comme les développeurs versus WordPress, si tu veux. Ils disent arrête avec ton petit jouet, ça sert à rien, etc. Alors que finalement c'est juste un framework différent. Et c'est nos plus grands alliés parce que quand eux sont trop occupés et que tu as un directeur marketing qui veut mettre en place un truc, il est obligé d'externaliser, il veut pas le faire à trop gros coups et du coup il vient nous voir, quoi. C'est marrant, c'est plutôt cool, mais c'est toujours les mêmes. On est autour de l'équipe IT en bon ou en mauvais, mais c'est intéressant en tout cas comme market. Je sais pas comment le marché va évoluer, mais en tout cas on est en train de le créer et c'est plutôt pas mal. Il faut pas trop chier sur la sécurité, par exemple, le truc comme ça. Parce que je sais que l'IT, quand tu commences à mettre du sub IT, tu vois, d'être là, genre, les substituer parce que, vas-y, il y a plus assez de ressources, on doit quand même avancer. Sur la sécu, ils sont trop chiants et c'est sur ces trucs-là particulièrement. Ouais, il y a plusieurs trucs. Il y a sécurité des données, il y a la fameuse RGPD. Ouais. Donc N8N répond à certaines questions, mais pas à toutes, notamment quand il y a des process où ils veulent valider par rapport à la norme ISO, c'est 27001, toutes les accès, etc., etc. Donc nous, ça nous casse les couilles, pour être honnête. Donc c'est simple. Maintenant, on a deux choix. C'est soit vous prenez votre serveur VPS, on fait tout dessus, etc., vous gérez la maintenance, etc., et tout le monde est content. Soit il y a trop de problèmes, etc., et on prend notre VPS et on vous le fait payer comme un SaaS, si tu veux. Ouais. Et à ce moment-là, tu vois, on arrive à contourner le problème de la sécurité des données en disant, bah, en fait, c'est comme si vous achetiez un SaaS à côté. Ouais. Les gens se posent pas de questions quand ils vont acheter ChatGPT ou quand ils vont acheter Asana ou des trucs comme ça sur la donnée qu'ils mettent dedans. Donc, on dit, bah voilà, on vous a fait un SaaS sur mesure. Du coup, ça fait sauter toutes les questions de données parce que du coup, c'est plus la même personne qui est décisionnaire. Il y a plus c'est le dire market qui doit rentrer en jeu pour valider les process de données, etc. C'est juste un mec qui va voir son chef marketing et qui dit je peux avoir la carte bleue pour payer ce SaaS, quoi. Donc voilà, c'est des SaaS qui n'ont pas la forme d'un SaaS parce qu'en soi, il n'est pas self-service. Il est développé pour une seule personne, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. C'est pas mal, c'est intéressant comme. C'est de très bons arguments en plus. Et c'est vrai que c'est trop marrant parce que tu as parlé du Respo Market qui avait pas assez de ressources dev pour faire les trucs qu'il a besoin de faire. En fait, c'est toujours la même chose. T'as un produit, t'as l'équipe dev qui est attribuée pour le produit, qui développe le produit. Le gars du market, il a besoin de faire une automatisation ou un truc comme ça. On lui dit, ah bah non, désolé, les devs, ils ont genre 2 ans de backlog sur le produit. Du coup, tu pourras pas avoir de temps dev ou alors tu pourras avoir genre 1 heure de temps en temps histoire de patcher un truc tout pété. Et en fait, ouais, il est là, il est capé et à ce moment-là, il fait appel à de l'externe, quoi. Et du coup, à ce moment-là, il fait appel à vous, quoi. Putain, c'est stylé comme use case. Parce que c'est un vrai pain point. C'est exactement le point de SMJ. Moi, SMJ, c'est une boîte que j'affectionne particulièrement parce que j'ai bossé pour eux assez longtemps. Et aujourd'hui, c'est nos clients. Ils ont une équipe de IT, de dev qui est géniale parce qu'ils développent l'outil SMJ, etc. Donc, moi, je connais bien le responsable de l'IT, Olivier, là-bas. Mais en tout cas, ses compétences sont extraordinaires et son équipe est extraordinaire. Mais ils n'ont juste pas de temps pour tout ce qui est market, etc., etc. Et donc, il y a Jérémy, qui est un de mes anciens collègues, qui est venu me voir pour automatiser certains process, etc. Et je suis hyper content de pouvoir travailler avec eux et de répondre justement à cette problématique de l'IT n'aura jamais le temps de se pencher sur des, entre guillemets, petits problèmes comme ça. Ouais. Parce qu'ils ont des process qui sont tellement rodés pour un gros produit maintenant que ce serait ridicule de les faire travailler sur des automatisations comme ça, quoi. Donc, ouais, en fait, ils sont tellement plus efficaces à développer l'outil et c'est tellement là où ils ont plus de valeur ajoutée que ça sert à rien de leur enlever du temps pour ça, quoi. C'est ça. Putain, ok, c'est super intéressant. Moi, il y a un sujet duquel je veux parler quand même, parce qu'à la base, je suis plutôt anti-automatisation. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que quand tu as un humain qui est dans un process et que le process il est améliorable, le fait d'avoir un humain qui refait la tâche plein de fois et qui cherche à l'améliorer tout le temps,
en fait, tu te retrouves à juste améliorer la qualité de ton travail continuellement, tu vois. Et typiquement, les gens souvent parlent d'automatiser le contenu en SEO, et c'est un peu dommage parce qu'en fait, le contenu en SEO, c'est un des leviers sur lequel tu as des possibilités d'amélioration qui sont assez énormes, quoi. En fait, tu peux un peu continuellement améliorer ton contenu en SEO. Comme si on automatisait le netlinking, bah, ça veut dire que tu te poses plus la question de quel spot t'achètes, tu vois. T'as la machine qui le fait, qui a son process, qui a ses règles, et voilà, ça roule, quoi. Et du coup, j'ai un peu de mal avec l'automatisation parce que je trouve que ça casse le concept d'amélioration continue. Ouais, Qu'est-ce que tu as à répondre à mais ça? bah, moi, justement, sur le contenu, moi, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. Parce que Mhm, comment on améliore un contenu, effectivement, on peut pisser du texte à travers toutes ces automatisations. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, effectivement. Parce mhm, qu'il y a quand même un travail de réflexion à avoir en amont qui est c'est quoi l'intention, à quoi elle doit ressembler ta page, comment tu augmentes la conversion, etc. mhm, Donc moi je travaille en R&D en bac toujours pour mes petits process parce que je suis quand même si je fais plus de SEO, j'ai quand même envie de m'intéresser sur comment je pourrais faire bouger les lignes. mhm, Et mine de rien, tu peux quand même essayer de dire ok mais à quel moment j'améliore mon process et ce moment-là, comment je fais pour automatiser justement ce moment où j'améliore mon process. Et là, tu vois, hier, j'étais en train de bosser sur c'est quoi le brief d'une page parfaite pour travailler notre site séquence.fr. Et en gros, je me suis rendu compte, c'est pas du texte la page, c'est la forme qu'elle doit avoir. Donc ça passe par quoi? Ça passe par aller analyser ce qui se passe dans la SERP. C'est quoi la forme? Est-ce que c'est un comparateur? Est-ce que c'est un truc tout ça? Tout ça, l'IA peut l'analyser. Ensuite, c'est quoi les blocs que tu mets sur ta page, justement, en mhm. fonction de ton persona? Tout ça, c'est automatisable aussi. C'est-à-dire que nous, on va dire, bah voilà, c'est le directeur de l'innovation. Pour la page agent IA, qu'est-ce que je dois mettre sur ma page? Et l'IA, va me dire, bah c'est le hero avec une catchline. Derrière, il va falloir des témoignages clients. Derrière, il va falloir expliquer c'est quoi un agent IA, etc. Idéalement, il faudra mettre un CTA ici, etc., etc. Tout ça, c'est faisable avec l'IA. Maintenant, tu l'intègres pas avec l'IA. Donc là où il y a besoin d'humain, pour moi, c'est sur de la, c'est pas une vraie valeur ajoutée, mais sur de l'intégration de pages et du design et ce genre de choses. Mais d'un point de vue contenu, pour moi, je pense qu'on peut automatiser la création d'une bonne page qui va convertir. C'est juste que derrière, il faut une personne qui mette en application les recommandations que tu peux avoir. Ouais. Ouais, Mais la ouais, toi, limite, réflexion, la réflexion pour le coup est, moi je pense, est automatisable. Après, ouais. je serais heureux de pouvoir me challenger là-dessus sur certaines pages pour te dire, ok, moi je pense que c'est ça la meilleure page, et derrière je fais travailler mon robot et tu me dis, ah ouais, mais j'aurais dû faire ça, ou alors non, non, là il a mal pensé, un truc comme ça. On fera un VS, ça c'est une Justement, bonne idée en ouais, vrai, c'est une trop bonne idée de concept, VS, VS l'IA l'automatisation, ouais. de l'agence d'automatisation numéro 1 en France, VS, le meilleur expert SEO qui sort le meilleur Ah ouais, contenu, quoi. Franchement, pas mal, bon concept. ouais, ça peut être Euh, pas mal, ouais. et c'est marrant parce que tu as décrit un truc qui est assez violent, qui est le fait que c'est l'IA qui fait le plan et c'est l'humain qui exécute, et pas l'inverse, tu Ouais, vois. Alors que souvent on a la vision industrielle de genre ouais, ouais, l'humain ouais, fait le plan et la machine elle est en mode voilà, ça va à la chaîne, ouais, quoi, ouais. tu vois. Et maintenant c'est non, non, bah, ouais, bah c'est bon, l'IA elle a fait la DA, tu peux demander au graphiste de le mettre en couleur, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est à peu près ça. Et moi, tu vois, je suis encore sur Upwork pour recruter des maquettistes ou des choses comme ça parce que j'ai beaucoup de mal à en trouver des bons en France. Donc, Mhm, j'essaie juste de chercher à l'international. Et je vois qu'en fait, la plus-value maintenant, elle est plus sur la partie graphique que ne sait pas faire l'IA, etc. Enfin, mhm, certaines parties que tu peux faire, mais que tu peux pas forcément automatiser par rapport à ta propre DA, etc. Mais en gros, ouais, aujourd'hui, moi, je pense que le plan de notre page agent IA, je peux le générer avec l'IA. Le mhm, texte, je peux le générer avec l'IA. La façon de la mettre en forme, je peux la décrire avec l'IA. Par contre, mhm. derrière, il me faut un intégrateur humain, ouais, effectivement. Ok, ouais, c'est marrant. Ça me fait penser j'ai un pote qui disait que le problème avec les miniatures, c'est que tu as deux choses à faire sur une miniature YouTube, en gros. Un bon cerveau pour savoir quels éléments on met, où est-ce que tu les mets en mode maquettiste, tu vois, et un bon designer qui les met parfaitement en couleur, etc. Ouais, Et il dit en gros, alors qu'il est en France, il y a personne qui arrive à faire les deux. Enfin, très très peu de personnes, mis à part grosso modo le media ouais, maker de Micode, tu vois, ou un truc comme ça. Il y a personne qui arrive à avoir les deux. Et du coup, lui disait, moi, je suis pas trop mauvais pour avoir les plans et savoir comment faire. Pour le graphisme, je suis pas excellent. Du coup, j'ai trouvé des Indiens qui le font pour pas trop cher, qui sont excellents graphistes. Juste, genre, décrit parfaitement l'image et derrière, ils ont juste à mettre en couleur, à mettre les objets, à mettre les items, etc. Et en fait, ça permet de dérouler. Et c'est un peu le coup du séparer le plan et l'exécution, et c'est assez intéressant. Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que ce Mini Maker, il pourrait être remplacé par une IA. Je veux pas m'avancer, mais je suis persuadé qu'on peut avoir des bonnes idées avec l'IA. Tout est une question de prompt, tout est une question de comment tu répliques ton propre cerveau. Il faut savoir Mm. répliquer ton propre cerveau si tu sais le faire. Si tu sais comment tu penses dans ta tête pour arriver à un résultat, l'IA peut le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. C'est que des Ah, 0 c'est et des cool 1 et de. des arbres de réflexion, de logique, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est des arbres de décision et des arbres de. D'après toi, c'est quoi les limites alors qu'il y a de l'IA? C'est quoi les moments ou de l'automatisation, hein? C'est quoi les moments où on peut pas aller sur de l'automatisation, où il faut garder du contrôle humain, ou alors l'IA n'y arrive pas simplement? Moi, je pense que je vais pas lui donner de choses complexes. Et dans complexe, on va dire pas de truc qui dépasse une page. Donc, Ouais. je lui fais jamais une page où il doit me sortir enfin une tâche où il doit me sortir plus d'une page globalement comme ça Mhm. de contenu, de données, etc. Parce que derrière, il y a toujours l'hallucination. Et donc, même si on augmente les contextes des modèles IA pour rentrer un peu dans le technique, ça ne retire pas le problème que plus le contexte il est gros, moins tu as de chances que la réponse elle soit précise. Ouais. Tout simplement parce que ton propre prompt, ta propre question ne va pas être assez bien orientée pour parler au modèle, au LLM. Et donc, pour moi, il faut lui faire des choses simples et, entre guillemets, réfléchir toi à comment t'automatises entre ces modules simples, justement, le truc. Je pourrais lui demander, dessine-moi la meilleure landing page pour agent IA pour ce persona. La Mhm. réalité, c'est qu'il ne saura pas le faire en un coup. Donc, il faut que je lui dise, OK, j'ai mes personas, qu'est-ce que tu penses de quoi je devrais leur parler? OK, je dois leur parler de ça, comment je peux le mettre en place sur une page? OK, je mets ça en place sur une page, quelle forme ça doit avoir? Et tu vois, si je le découpe en 4 petites trucs, je vais avoir un résultat ultra précis, ultra qualitatif. Et donc, je pense qu'elle est là la limite, c'est de se dire, on peut pas tout faire dans une tâche, un seul GPT, un seul truc. Il faut juste le découper en petites tâches et les mettre les unes à la suite des autres. Comme le ferait un Ok. vrai humain, en fait. Ouais. Ouais, en fait, on fait des micro-actions, quoi. On cumule des micro-actions et chacune des micro-actions, Ouais. si tu la donnes à l'IA, bah, elle l'exécute parfaitement. Mais si tu fais une espèce de macro-action où on intègre plein de trucs d'un coup, c'est pas terrible, quoi. Mais en fait, c'est de la Ouais, gestion tu de risques de projet. Au louper des final, choses. Ouais, tu dois distribuer c'est les ça. tâches, quoi. C'est ça. Et Putain. c'est un peu le principe des agents IA normalement, qui justement distribuent les tâches à travers des sous-agents, etc. en fonction de leur spécialité. C'est un peu mal Ouais. compris aujourd'hui les agents IA parce que tu peux tout et rien foutre là-dedans, mais globalement c'est ça quoi. Ouais, j'ai quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a reparlé d'agent IA. J'étais un peu en mode genre, c'est marrant parce que j'avais pas vraiment la même définition du truc et j'ai l'impression que personne n'a vraiment la même. Donc bon, bon, Ah, non, oui, non, tu peux faire ça. C'est c'est vraiment la mode. ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est le growth hacking de 2017 est devenu Ouais, c'est les ça. agents IA de 2025. C'est Euh, exactement ça. Ouais. alors qu'il est en termes d'IA, parlons-en rapidement parce qu'on est sur le sujet. C'est quoi tes IA? Bref, toi, c'est top 1 IA. T'es sur OpenAI encore? Ouais, pour l'exécution au quotidien et la stabilité, la robustesse, OpenAI, pourquoi? Parce que, un, on sait bien le prompter, on sait comment ça fonctionne, on sait comment avoir les résultats qu'on souhaite à la fin, et on n'en demande pas plus. Le risque, c'est d'aller vers l'objet brillant et de se dire, OK, il y a DeepSeek qui est sorti, Mistral sort un nouveau modèle, etc. On les Ouais. teste, c'est sûr. Si on voit qu'il y a des différences de réponse dans les prompts par rapport à ce qu'on lui donne, ça veut dire qu'on doit réapprendre, nous, toute notre logique de comment on parle à un modèle. Et ça, c'est une perte de temps énorme. Donc aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre, on est en pleine croissance. Notre but, c'est d'avoir un modèle stable qui répond tout le temps la même chose. On sait comment. On n'a pas de limite aujourd'hui dans ce qu'on peut faire avec OpenAI, donc on va pas aller commencer à regarder les autres modèles juste pour dire voilà. Par contre, ils sont super bien. DeepSeek, moi, je l'utilise en petit assistant, etc., pour voir qui donne les meilleurs conseils financiers, qui donne les meilleurs conseils comme ça. Donc ça peut être pas mal, mais d'un point de vue métier automatisation, on reste sur OpenAI la plupart du temps. Sauf quand il y a Ouais. des nécessités RGPD où on passe sur des modèles open source, Ok. on-premise chez le client. Ok, stylé. Ça m'étonne pas trop. Je suis d'accord avec toi, hein, là-dessus. Je trouve que OpenAI, en fait, comme elle n'a pas de limite, aller chercher 5% potentiel à droite à gauche, Ouais. c'est flemme pour le temps de réapprentissage. Euh, Est-ce que tu peux générer, parce qu'en fait, tu peux générer du code avec l'IA. Est-ce que tu peux générer Ouais. genre du no-code avec l'IA? Ouais, oui et non. Euh, il faudrait comment on appelle ça, fine-tuner un modèle OpenAI sur le, parce qu'en fait, N8N c'est que du JSON au final. Ok, Si tu copies un nœud et que tu le colles dans un fichier texte, tu vas avoir c'est un du JSON. JSON, quoi. Ok, Donc tu peux le générer techniquement ouais, avec de l'IA. Maintenant, il n'y a pas de base de ressources nécessaires et assez propres pour pouvoir apprendre à un modèle à bien les générer sans faire d'erreur. ok. Sachant que derrière, la plupart des nœuds sont modifiés, etc. Donc il y a du code qui change en fonction des mises à jour qui ne sont pas forcément documentées. Donc c'est un peu dur aujourd'hui de faire du no-code avec l'IA. Mais Ouais, parce que on sait quand même beaucoup de l'IA pour tous les petits bouts JavaScript, ce genre de ouais. choses qu'on vient intégrer dans l'IA, enfin dans les automatisations. Donc ça nous aide. C'est parce que c'est un peu trop early au final, N8N et tout ça. C'est early et malgré le fait que ce soit open source, il faudrait réentraîner le modèle à chaque modification de nœud pour pas avoir Ouais, d'erreur. Euh,
Et le no-code étant justement censé répondre à cette question de j'ai pas besoin de taper de ligne de code, en fait, toi, tu essayes de refaire du code avec ton IA et du coup, bah, tu vas avoir ces problèmes de peut-être ça va pas être compatible ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même assez rapide, le no-code. Donc, il n'y a pas de raison de pas faire les choses rapidement. Maintenant, sur des trucs où, bah, là, pour un client, on a développé plus de 150 workflows, justement. Les choses se ressemblent, etc. Donc, tu peux commencer à entraîner ton propre GPT sur la même forme, notamment pour générer des slides ou des trucs comme ça. C'est toujours les mêmes appels. Donc, on s'aide beaucoup de l'IA, mais ça remplace pas encore notre métier, malheureusement. On fait ce qu'on peut, mais bon, voilà. On n'est pas encore au stade où on peut lancer OpenAI, ça tourne tout seul, puis ça nous rapporte de l'argent. C'est pas encore le cas, on doit encore mettre les mains dans le cambouis. C'est bien. Ah là là. Écoute, je suis bien d'accord. Bon, on arrive tranquillement vers la fin de notre interview. C'était super cool de discuter avec toi. Est-ce que tu as un sujet qu'on n'a pas abordé encore que tu voudrais aborder, sur lequel tu voudrais approfondir? Je te laisse le dernier sujet en cadeau. C'est avec plaisir. Un truc qui me trotte dans la tête depuis 1 an et que je me redis souvent, qui va pas aller dans le sens de regarder tes vidéos YouTube, mais dans le monde, il y a 2 types de personnes. Il y a les consommateurs et les créateurs. Et j'ai envie de dire, si vous voulez avancer, soyez du côté créateur et soyez pas du côté consommateur. J'ai tellement de personnes dans mon entourage qui consomment énormément et je vois du coup les personnes qui consomment le plus sont celles qui avancent le moins. Donc arrêtez de consommer, commencez à créer, que ce soit de créer des relations, créer des sites, créer des projets, créer des choses dans vos hobbies ou quoi que ce soit. Arrêtez de regarder 10 000 tutoriaux, commencez à faire. Arrêtez de regarder 10 000 entrepreneurs qui vous donnent des conseils sur l'automatisation. Mettez les mains dans une huitaine et testez et avancez comme ça, tu vois. C'est vrai. Moi, j'étais un des premiers consommateurs de podcasts entrepreneuriaux et je le suis toujours dès que j'ai mais faut pas que ça vienne sur le temps où je peux produire. C'est sur les temps de trajet, sur les temps de détente ou des choses comme ça, mais il faut vraiment faire attention parce que tomber dans la surconsommation de contenu, ça peut t'empêcher d'avancer. Ouais, je suis grave d'accord avec toi là-dessus. Moi, je le dis souvent que je produis plus que je consomme. Et je pense que c'est un ratio pas qu'on devrait tous essayer d'avoir, mais globalement, je pense que si tu veux avancer, essaie d'avoir ce ratio où tu produis plus que tu consommes. Gagner de l'argent, au final, c'est produire plus d'argent qu'on en consomme, tu vois, et gagner. Enfin, tu vois, en fait, dès que tu commences à produire plus que tu consommes, c'est quand même positif. Plus, honnêtement, et YouTube et Twitter, LinkedIn et un peu toutes les plateformes sur lesquelles tu peux produire et beaucoup de choses comme ça, elles sont pas mal construites pour que tu consommes et pour te pousser à plus consommer et pas forcément des trucs de bonne qualité, etc. Donc en fait, même si tu te dis non mais je le fais stratégiquement, genre tu tombes facilement dans le piège de la consommation, tu vois. C'est une question de dopamine, de dopamine, de trucs qui te satisfait sur l'instant présent. Moi j'avais TikTok et mine de rien, j'ai quand même passé pendant près de 6 mois 30 minutes sur TikTok par jour. Ces 30 minutes, je les récupérerai jamais et j'ai sûrement rien appris. Tu vois, donc faut quand même se le dire. Et après, il y a des gens, ils sont faits dans la vie, en tout cas ils se satisfont de consommer et ça me dérange pas, mais si vous avez envie d'entreprendre, commencez à créer plutôt que consommer. C'est vraiment passer à l'action, c'est le plus important plutôt que je suis assez d'accord. En fait, 10 000 contenus. Limite suffit de En fait, je pense que si tu prends toutes tes consommations, tu vois, globalement, et que tu les réduis progressivement, et à un moment, t'as plus que de la place pour la production, et je pense que c'est presque un bon framework si tu sais pas quoi produire, comment produire, prends juste toutes tes consommations et réduis tout au minimum, et tu vas voir qu'en fait, il reste plus que du temps pour la production, quoi. C'est ça. Et mettre en œuvre ce qu'on voit dans le reste de la consommation, c'est-à-dire consommer pour pouvoir produire mieux, quoi, à la limite. Mais consommer pas juste par principe de consommer. Tous ces syndromes d'objets brillants avec le make money, etc., je trouve ça génial. Et moi, j'étais dedans. J'ai consommé pendant 10 ans ce genre de choses. Mais il y a un moment, il y a une idée qui m'a dit « Ah, ok, putain, faut que je le fasse ça. » Et j'ai commencé à produire. Et c'est là où tu te dis « Putain, le mindset, il change totalement. » Et quand tu commences à créer plutôt que consommer, bah, c'est là où tu fais des pas de géant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, le temps avance, genre, tu vois, ça va 10 fois plus vite, quoi. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai vraiment eu ce feeling. Il y a aussi, moi, il y a la deuxième question, c'est la question du levier. En fait, le fait d'être entrepreneur, ça te donne un levier qui est énorme sur la capacité de production, etc. Dans le sens où, en gros, si ton boss te donne des tâches et que tu as peu de levier sur les tâches que tu réalises et que tu es un peu, en fait, tu pourras pas produire énormément parce que tu es capé par le temps de prod que tu as. Mais après, à la rigueur, tu peux produire en side le soir sur ton taf des petits trucs que tu as envie de faire et c'est déjà très très cool, tu vois.
Et sur la production, ouais, tu sens que en fait, quand tu commences à produire beaucoup, le temps va 10 fois plus vite et enfin ouais, tout grossit 10 fois plus vite que ce que tu pensais. Ouais. Et tu te dis putain, mais c'est impressionnant en fait, ça marche trop bien quoi de produire. Et puis mine de rien, de la production, c'est de la valeur. C'est de la valeur que tu as apportée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment tangible. Et ça se cumule au fur et à mesure du temps. Tu capitalises dessus. C'est de l'expérience en plus. Enfin, il y a que des bonnes choses à commencer à produire dès tout de suite. Même si c'est la rédaction d'un texte ou quoi que ce soit. Mais le fait d'avoir quelque chose à montrer, quelque chose dont tu peux être fier, quelque chose qui peut apporter des résultats ou quoi que ce soit, c'est hyper important. Donc ouais, j'ai envie de dire, commencez à produire les gars. Mm. Vous consommez 10 heures par jour, consommez 9 heures et produisez 1 heure et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus heureux, quoi. Ouais, moi, le conseil que je donne souvent, c'est le même, mais formulé différemment. Souvent, je dis, il faut appuyer sur le bouton publish. Genre, c'est la seule facteur qui fait le facteur de corrélation de croissance, c'est plus tu appuies sur publish, plus tu auras tendance à croître. Parce qu'en fait, Ouais, automatiquement, tu vas pas publier de la merde continuellement et à un moment, tu as envie de t'améliorer, donc tu commences à produire de plus en plus du contenu de qualité et des choses de qualité globalement. Ça te permet de t'améliorer continuellement, donc pensez à cliquer sur publish, quoi. ouais, c'est ça. Et si c'est pas quelque chose et si c'est quelque chose que vous regrettez ou vous vous dites, bah, j'aime pas faire ça, bah, c'est pas grave, passez à la prochaine chose. Mais en tout cas, Mhm. continuez d'avancer, quoi. C'est surtout ça. Moi, c'est Arthur qui m'avait beaucoup donné ce conseil pour la chaîne YouTube. Pendant 2 ans, je me suis dit, je vais peut-être faire une chaîne YouTube, etc. Tu vois, il me dit, mais vas-y, tu t'en fous de la forme, commence à publier, publie à l'arrache, etc. Tu verras, t'améliorer avec le temps, etc. À un moment, je m'y suis mis, et puis je me rends compte que c'est pas pour moi, et basta. Sauf que j'ai perdu 2 ans avec 2 ans de cette idée dans ma réflexion, tête. ouais, de ouf, dans la tête. Ouais, Genre, dans est-ce ma que je vais tête le où je me faire? dis, Est-ce je que vais je vais faire pas une le chaîne YouTube. faire? Bah, la réalité, c'est que voilà, j'ai fait 3 vidéos, j'en referai sûrement plus jamais, ou en tout cas, sûrement que en tant qu'invité, et basta. Et c'est ça qui me plaît. Mais en fait, tant que tu prends pas l'action, tant que tu réfléchis, tant que tu consommes, tu perds du temps. Ouais. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est la réflexion super longue de est-ce que je vais faire ça, est-ce que c'est la bonne manière de le faire, Ouais, comment est-ce que je vais le faire, quel angle d'attaque je vais prendre, etc. Alors qu'en fait, la seule chose à faire, c'est publier de la vidéo, tu vois. C'est genre ouais, le ouais. seul déclencheur, quoi. Tester. Même si c'est que 10% de votre projet, même si c'est que 1% de votre projet, et ce sera 1% de plus que se branler les couilles pendant 2 ans à rien faire, quoi. C'est Putain, c'est c'est ça. clair. Sur ces jolis mots. On Ouais. va, on va pouvoir vous quitter. C'était parfait, Clément. J'ai vraiment kiffé faire cette petite interview de bon matin, ou du moins de bon début Pareil. d'après-midi pour moi. Ça m'a réveillé. Euh, et puis voilà, j'espère que ceux qui nous ont écouté 1 heure vont cliquer sur Publish au moins une fois aujourd'hui. Et puis que vous allez kiffer cette interview, quoi. Voilà, quoi. À plus, Clément. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je te souhaite une bonne Ciao, journée. ciao. Bonne journée.